L'action de Meta, le nouveau nom de Facebook, a perdu 26% hier dans la bourse. Une perte de 230 milliards de dollars, un record historique dans les marchés financiers. Aujourd'hui, on va analyser tout ce qui se passe derrière à cette perte et comment ça impacte les marchés financiers. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. Mon accent vient du Brésil et dans cette chaîne, on parle d'investissement de long terme. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce type de sujet vous intéresse. On a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui, donc je vais commencer à partager avec vous une image qui montre les principales pertes dans la bourse depuis 2020. Comme vous pouvez voir, Facebook, Meta, le nouveau nom de Facebook, a perdu plus de 220 milliards de dollars. En deuxième place, vous allez trouver Apple qui a perdu 182 milliards en septembre de 2020. Après, on a Microsoft avec une perte de 178 milliards de dollars en mars 2020. Et après, on a Apple à nouveau, Tesla, Amazon et Amazon deux fois avec des pertes incroyables dans la bourse. Qu'est-ce qu'il y a en commun avec ces sociétés? Ce sont des sociétés américaines, des technologies et qui normalement vont avoir une tendance de croissance très élevée. Donc, gardez cette information avec vous. Les principales chutes du marché américain, ce sont sur les grosses sociétés de technologies pour l'instant. Mais bon, si on a vu qu'on a des grosses pertes avec les principales sociétés de technologies, ça semble que c'est pas un bon type d'investissement. Mais non, c'est pas le cas. Je vais vous montrer la rentabilité de ces sociétés les 5 dernières années. Comme vous pouvez voir dans les graphiques, vous allez voir Meta, les nouveaux noms de Facebook, Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet, c'est Google, c'est les noms de Google dans la bourse. Donc vous voyez que sur les 5 dernières années, Google a fait 250%, Microsoft presque 400%, Apple un peu plus de 400%, Facebook a fait 76% avec cette perte qu'il a eue récemment, et on a Amazon avec 235%. Donc on a vu que les sociétés de technologie avec forte croissance aux États-Unis étaient un bon type d'investissement sur les 5 dernières années. Mais maintenant, on va zoomer un peu. On va regarder la rentabilité sur la dernière année. Vous voyez maintenant sur les graphiques que Meta est en perte de 10%, Amazon en perte de 16%, Apple 25% des gains, Microsoft 25% des gains et Google 38% des gains. Tout ça, si on prend la période d'une année d'investissement. Et si on va zoomer un peu encore plus, vous allez voir que les résultats sont pas bons. Vous allez trouver en fait Meta en perte de 29%, Apple 3%, Microsoft 8%, Amazon 17%. Et Google seulement avec une petite perte de 1%. Après avoir regardé ces graphiques, on se pose la question suivante. Pourquoi ce sont les sociétés de technologie à forte croissance qui ont des pertes énormes si dans une période de 5 ans, elles ont fait une excellente performance? D'abord, pour comprendre pourquoi les sociétés de forte croissance sont celles qui ont des baisses plus élevées, il faut comprendre la philosophie d'investissement value et growth. Value, c'est un type d'investissement qu'on appelle valeur. C'est pour ça que la chaîne Club des valeurs a ses noms. Il y a aussi les types d'investissement growth, c'est des croissances. Donc, on peut diviser, en grosso modo, les types d'investissement entre valeur et croissance. Je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne, comment on peut classer les sociétés dans ces deux types d'investissement. Il y a plusieurs ratios financiers qu'on peut utiliser pour juger si une société elle est en croissance ou elle est de type value. Je vais vous expliquer rapidement les plus utilisés, les PER. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon e-book qui explique tous les ratios financiers de la bourse. Il va être dans la description de la vidéo. Les PER, c'est les Price Earnings Ratio. Avec ces ratios, on va comparer combien la société elle vaut dans les marchés. Si quelqu'un veut acheter 5% de la société dans les marchés, par rapport à la recette qu'elle génère. Pour faire facile, on va prendre toujours une boulangerie comme exemple. Si vous êtes ici sur la chaîne, vous savez que j'aime bien cet exemple. Donc, supposons qu'un boulanger, il veut vendre sa boulangerie à 500 000 euros. Que sa boulangerie, dans la moyenne, dans une belle année, elle fait une recette nette de 50 000 euros. Donc, si la boulangerie vaut 500 000 euros et la recette nette d'une seule année, c'est 50 000 euros, on peut calculer un ratio théorique qui s'appelle les PER, qui on va diviser la valeur de la boulangerie, la valeur des ventes, par rapport à sa recette nette. Donc, 500 000 euros par 50 000 euros, ça va donner la valeur 10. Théoriquement, si la boulangerie va générer à chaque année la même richesse, les mêmes 50 000 euros nets, on peut dire qu'on va dépenser 10 ans pour être remboursé de notre investissement. Normalement, les sociétés qu'on appelle value, vont avoir en fait ces valeurs des PER en dessous de la moyenne du marché. Si la moyenne du marché c'est 25, on va dire que les sociétés value sont jusqu'à 18, des 0 à 18 ont cette valeur des ratios. Mais normalement, ces ratios pour les sociétés value vont rester entre 5 et 16, 17. Pour les sociétés de croissance, la valeur de ces ratios ça va être beaucoup plus élevée. Pourquoi? Si la société a une forte croissance, ça veut dire que dans une année, elle fait 50 000 euros net, mais peut-être l'année prochaine, elle va faire 100 000 euros net.
Donc cette division des 500 000 euros qu'elle vaut aujourd'hui par 50 000, ça donne 10. Mais si l'année prochaine, elle va faire 100 000 euros de résultats nets, donc ces résultats, ça va donner 5. Et c'est pour ça, la société, elle commence à valoir chaque fois plus, parce que les attentes des résultats sont chaque fois plus élevées aussi. Donc la stratégie d'investissement croissance, c'est de trouver des sociétés qui pendant les prochaines années vont avoir une croissance très élevée. Comme ça, on est sûr de surfer, on est sûr de placer l'argent sur une société à forte croissance, que tout le monde va commencer à investir aussi, et donc on va profiter de cette grosse croissance des résultats et de la capitalisation de la société. Dans les stratégies value, on va éviter d'acheter des sociétés surévaluées qui ont cette valeur des PR très élevée. Parce que ces ratios, théoriquement, ils montrent combien de temps on va dépenser pour être remboursé. Donc, on va éviter d'investir sur quelques actifs qui vont dépenser beaucoup de temps pour rentabiliser. Évidemment, ces ratios, elle est théorique, parce qu'en fait, on considère la recette nette comme fixe. Mais bon, vous avez bien compris les contextes. Pour résumer, les sociétés à croissance vont avoir un PR élevé, parce que les attentes de croissance sont élevées, donc les investisseurs vont accepter dépenser plus de temps pour être remboursés, parce qu'en fait, si la croissance est tellement élevée, les remboursements vont se faire beaucoup plus rapidement. Les investisseurs value vont investir sur des sociétés, en fait, avec un prix abordable. Et la question que j'avais posée avant, c'est pourquoi les sociétés à croissance vont avoir une baisse plus élevée normalement? L'investissement en croissance, comme je viens d'expliquer, elle est basée sur les attentes des croissances. Si une société de croissance, elle balance un résultat financier avec une perte de cette croissance, donc en fait, si la société elle faisait 20% de croissance par trimestre, maintenant elle fait 2%, bon, ça va casser toutes les attentes des investisseurs croissance et ils vont sortir de cette société pour placer cet argent sur une autre société qui possède une croissance plus élevée. Un investisseur value qui va acheter des sociétés à un prix raisonnable, si la société, elle va pas sortir un résultat des croissances très élevées, il n'y a pas de souci. Parce que son focus, c'est pas sur la croissance, mais c'est sur l'ensemble des ratios fondamentaux pour acheter la société à un prix raisonnable. Et c'est pour ça que les sociétés en croissance vont avoir un impact beaucoup plus dur quand les résultats sont pas à l'attente des investisseurs. Sur la dernière année, on a eu beaucoup de casses des attentes des investisseurs des croissances. Je vais vous montrer un graphique qui compare des indices. L'indice Russell 2000 Growth, donc des croissances en bleu, et on va analyser aussi l'indice Russell 2000 Value, donc valeur en jaune. Vous allez remarquer que ce sont les sociétés en croissance qui ont fait une perte de 23% comparé aux sociétés valeurs de 7% sur les graphiques d'un an. Et si on regarde les graphiques sur les derniers mois, vous allez voir aussi que sur les derniers mois, ce sont les sociétés à croissance qui ont perdu plus de la valeur. À ces moments, peut-être vous posez la question suivante. Bon, s'il parle d'investissement et sa chaîne s'appelle Club des valeurs, il explique qu'il existe la méthodologie des croissances et valeurs. C'est mieux d'investir sur la valeur parce que comme on vient de voir, c'est les croissances qui vont perdre plus. C'est pas le cas. Les deux stratégies sont très gagnantes. Si on va faire une analyse approfondie, vous allez voir que les deux types d'investissement sont très gagnants et les performances sont semblables. Les problèmes, en fait, c'est de changer de stratégie tous les temps. Peut-être une stratégie va aller bien justement quand vous allez changer de stratégie. Donc, essayez de garder plutôt la même stratégie sur les longs termes. Je préfère les stratégies value parce que ça va demander moins de temps de suivi sur les sociétés qui sont en croissance. Ça va changer moins les sociétés de portefeuille. La stratégie value aussi, c'est celle la plus utilisée depuis Benjamin Graham, les professeurs de Warren Buffett, les plus grands investisseurs de l'histoire. Et donc, une remarque importante. Comme la majorité de mon portefeuille est investi sur les small caps, des petites sociétés, les petites sociétés ont la tendance de performer mieux avec la stratégie value. Et les grandes sociétés ont la tendance de performer un peu mieux avec la stratégie growth. Comme les petites sociétés ont un peu plus de potentiel, justement parce qu'elles sont petites, elles peuvent faire x5 ou x10 à long terme plus facilement. Donc, si on va mélanger les stratégies avec petites sociétés des valeurs, avec un prix juste dans la bourse, on a la tendance de battre les autres indices de marché et gagner un peu plus de rentabilité à long terme. Parenthèse fermée, par rapport à mon stratégie, par rapport à la différence entre les deux, je vais vous montrer maintenant un autre graphique très intéressant. Ça, c'est les graphiques qui montrent la quantité d'utilisateurs de Facebook sur les réseaux sociaux. Donc, on va commencer depuis 2010 avec 250 millions de personnes et maintenant, on arrive presque à 2 milliards de personnes. Donc, une croissance incroyable. Sur 10 ans, en fait, une croissance qui fait presque x10. Donc, vraiment, une société pure croissance. Les problèmes trouvés par la majorité d'investisseurs de Facebook et des analystes, en fait, la croissance n'est pas comme celle d'avant. Dans les graphiques suivants, vous allez voir la quantité d'utilisateurs de Facebook qui se connectent à chaque jour sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir qu'il y a une petite baisse de 1 million d'utilisateurs qui vont sur les réseaux sociaux de Facebook par jour. Donc, on a 1,929 milliard de personnes. Quand même, c'est une valeur énorme. Parce qu'en fait, si les attentes sont d'avoir toujours une croissance énorme, et là, on a un impact pour la première fois, on n'a pas de croissance sur les utilisateurs, ça a déjà impacté beaucoup les attentes. Et donc,
les investisseurs qui avaient fait 400% à 300% des plus-values commencent à vendre la société, ce qui fait la société tomber rapidement dans la bourse. Mais si on analyse la recette générée par la société, vous avez par exemple ici dans ces graphiques les revenus, donc la recette par utilisateur. Et vous voyez qu'en fait, ces quatrième trimestre de 2021 possède une bonne recette par utilisateur, toujours en croissance, même si la croissance elle a diminué, elle est en croissance. Si on va analyser juste la recette nette générée par trimestre, vous voyez que depuis les quatrièmes trimestres de 2020, ça diminue un peu. Ça veut dire qu'en 2021, la croissance n'était pas comme celle que les marchés attendaient. Et si on va diviser la recette nette totale de Facebook divisée par les totales d'actions disponibles dans les marchés, on va trouver la recette nette par action, donc les diluted earnings per share. Donc vous voyez ici une petite croissance par rapport aux derniers trimestres, mais encore une valeur plus petite que du quatrième trimestre de 2020. Bon, d'où vient la recette principale de Facebook? Ça vient de Facebook, Instagram et WhatsApp avec les publicités. Les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux, sur les réseaux Google et sur les réseaux Facebook ont battu les radios, les médias classiques depuis l'année passée. C'est énorme la recette que ce type de société génère. Mais l'effet d'avoir une croissance élevée pendant 10 ans, ça limite déjà les prochaines années de croissance. La société ne peut pas justement augmenter la quantité de personnes qui utilisent, parce qu'à un moment donné, ça va terminer la quantité de personnes qui utilisent de l'Internet sur le monde. Bon, Facebook l'a publié son résultat, ils ont dit pourquoi en fait la croissance est limitée à ces moments. Regardez cette image. Ils disent au début en fait que l'augmentation de la concurrence et aussi l'effet que les gens commencent à utiliser plus les Reels sur les Facebook à la place d'utiliser simplement les feeds et les stories, ça diminue aussi l'engagement et la recette publicitaire. Aussi, là, les autres 3 points négatifs qui touchent la recette de la société, c'est l'effet de la limitation de Apple pour offrir des données au Facebook. En fait, si vous avez un Apple et vous allez télécharger une application, il va demander si vous voulez partager vos données personnelles avec les réseaux sociaux ou avec des autres sociétés. Si vous faites non, donc ça va être difficile d'avoir une trace d'utilisation de ces clients. Donc, ça va être difficile de faire des publicités pour ces types de clients. En deuxième place aussi, on a l'impact de la pandémie et simplement des déséquilibres de l'offre et la demande dans les marchés mondiaux. Les troisième raison que Facebook a annoncé, c'est simplement les taux d'échange. Les dollars a perdu un peu de pouvoir par rapport aux autres principales devises. Quand une société de croissance annonce en fait qu'il y a 3 points de ralentissement et que la croissance va pas être comme celle d'avant, évidemment que la majorité d'investisseurs croissance qui ont déjà fait des plus-values vont quitter la société pour trouver des autres opportunités. Mais maintenant, je voudrais bien vous partager en fait les tableurs des revenus et des dépenses des Facebook. Vous allez voir que sur 2021, Family Apps, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, ont fait une recette de 115 milliards de dollars. Et les Reality Labs, donc la partie métaverse de Facebook, en fait, a eu une recette de 2 milliards de dollars. Donc, vous voyez en bas, c'est la partie des dépenses. Vous voyez que la Reality Labs, donc la partie des métaverses, a une perte en fait de 10 milliards dans la partie des dépenses. C'est que la société a reçu ces 2 milliards, mais les dépenses étaient des 10 milliards. Donc, vous voyez que la partie métaverse pour Facebook encore, c'est pas une partie profitable. 95% de la recette vient de la publicité faite sur l'Internet. Facebook, c'est une société qui reçoit plus de 100 milliards de dollars par an en recette et ça reste dans la poche finale de la recette nette plus de 40 milliards de dollars. C'est une machine à générer de l'argent. C'est une machine à générer de la trésorerie. Je vais vous montrer quelques ratios fondamentaux maintenant. Vous allez voir que la recette nette moyenne des 5 dernières années, c'est de 34%. Donc, tous les 100 euros qui rentrent chez Facebook, 34 euros, ça va rester net à la fin. Vous allez voir aussi les ratios PR. C'est lui qui va dire que la société a plutôt des croissances ou value. Vous allez voir qu'à ces moments, avec cette perte, Facebook a un PR de 17 contre 32 des concurrents. Une perte de 25%, peut-être c'est pas justifié avec une société qui génère autant de richesses. Avant que je fasse ma conclusion, je vous invite à participer de l'événement Dollar Master. En mars, je vais investir 10 000 dollars de ma poche sur des sociétés américaines. Donc faites votre inscription pour recevoir les books d'analyse de marché, la liste des actions choisies, et aussi pour recevoir les liens des lives que je vais faire sur YouTube du 8 au 21 mars à 20h. Donc, mon point de vue, c'est que les 25% des pertes, c'est pas justifié. Mais le problème, c'est que si vous investissez sur une société de croissance et elle a une croissance limitée, est-ce qu'il vaut la peine encore de continuer avec la société? Mais si vous voulez investir sur une société solide qui continue à générer de la richesse, ça peut être un bon point d'entrée, sans oublier qu'elle peut continuer à perdre de la valeur. Donc, il faut garder un peu de l'argent pour renforcer, si c'est encore le cas, si vous êtes intéressé.
Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis. J'espère que ça soit clair comment fonctionne, pourquoi la société a eu une baisse énorme comme celle-là. N'oubliez pas donc de vous abonner à l'événement Dollar Master. Je vous attends à la prochaine vidéo. Je m'appelle Michael Havaneda. On s'y voit. À la prochaine.